Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est améliorer la présélection. Pour contextualiser un peu de quoi on va parler, la présélection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un recueil d'un ensemble de candidatures, bien sûr. Et là déjà, je tiens à le dire, des candidatures généralement en nombre. Si le sujet c'est de rechercher une compétence bien spécifique, généralement la présélection c'est pas un problème parce qu'on va chercher le mot-clé, par exemple un langage informatique, et en fonction que les candidats l'aient ou ne l'aient pas, on va présélectionner. Donc je vais pas m'épancher sur cette partie-là qui généralement n'est pas la plus grosse problématique dans les recrutements. La plus grosse problématique, c'est quand on a beaucoup de candidatures et qu'on doit évaluer celles qui ont le plus de potentiel de succès, tout simplement parce que on ne peut pas rencontrer tout le monde, on ne peut pas faire un bilan approfondi avec tout le monde. Donc l'enjeu de la présélection, c'est utiliser de manière intelligente son temps. Jusque-là, je pense que tout va bien, on est en phase. Et donc pour ça, on a un ensemble de techniques d'évaluation qui ont été déployées classiquement dans le recrutement, historiquement, que l'on va retrouver mises bout à bout pour faire un processus de présélection puis de sélection. Et c'est intéressant de se pencher sur cette question, vraiment tout en gardant en tête l'objectif de se dire comment est-ce que je peux rencontrer les candidats qui ont le plus fort potentiel de succès dans le poste que j'ai à proposer. Donc le processus classique pour répondre à cette question, quel est-il? Il est de proposer une annonce. Généralement, bien sûr, ça commence par ça. Là où c'est important pour moi de parler de l'annonce, même dans la présélection, c'est que de plus en plus, on se dit que l'annonce, c'est une stratégie pour faire un premier niveau de présélection, on va dire volontaire. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous écrivez en termes de prérequis pour postuler ou non, eh bien déjà, il y a des candidats qui vont s'éliminer ou pas. Et là, il y a des choix de la part des recruteurs d'être soit très restrictifs en disant pour postuler, il faut avoir une liste déjà très précise de compétences, expériences précédentes pour pouvoir, accéder à l'étape suivante. Alors ça ne garantit pas que des gens qui n'aient pas ces compétences-là aillent plus loin, mais ça donne quand même une idée de comment est-ce qu'ils vont être filtrés. Donc ça peut vraiment poser des premiers jalons. Et puis il y a des personnes qui préfèrent laisser le champ assez large aux candidatures, et dans ce cas-là, ils vont avoir vraiment tout type de profil, et c'est leur approche de la sélection, de la présélection, qui va venir faire la différence dans ces candidatures-là. Donc c'est pour ça que l'annonce est déjà une première technique en termes de présélection en fonction de ce qu'on choisit de mettre dedans. Là-dessus, c'est pas mon sujet d'expertise, je vais pas non plus m'épancher sur le sujet et évaluer la façon dont c'est fait. Personnellement, l'impression que j'ai simplement, c'est que quand on liste un ensemble de qualités générales à rechercher pour le poste, finalement, on peut se dire qu'on met aucun filtre au départ pour les candidatures. C'est vraiment là des compétences techniques ou une expérience très précise, ou de la maîtrise de langue, qui vont être des filtres plus objectifs de sélection à ce niveau. Ensuite, après l'annonce, souvent, on procède à un tri de CV. Donc là aussi, c'est intéressant de regarder ça. J'interviens dans des universités et aussi dans un master en école de ressources humaines à l'IGS. Et quand je leur demande à l'IGS de repenser la façon de recruter en se disant mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour recruter les personnes? Si vous partez de l'objectif de recruter de meilleurs profils, d'avoir un meilleur taux de succès, d'avoir moins de turnover, quelle serait la démarche idéale que vous mettriez en place pour accéder à ce résultat? Et ce qui est marrant, déjà sur des étudiants de 20 à 23 ans qui sont en alternance RH, c'est qu'ils me proposent tous de commencer par un tri de CV. Et quand je leur demande pourquoi ils ont choisi de mettre un tri de CV, ils me disent on n'a pas le choix, quoi. Au départ, il y a plein de candidats, donc faut bien les trier et commencer par quelque chose. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le tri de CV, c'est devenu presque un réflexe. On se pose même plus la question de pourquoi est-ce qu'il intervient déjà en second filtre après l'annonce, et est-ce que c'est le plus pertinent. Et enfin, en termes de présélection, il y a l'entretien téléphonique qui vient souvent valider que les candidats sont vraiment en phase avec les exigences très très basiques en termes de localisation du job, salaire, enfin, vraiment
si ça vaut le coup d'aller plus loin dans la candidature au regard de ces éléments très concrets. Donc j'ai mis une barre après pour dire que ça, généralement, c'est la présélection. Donc 3 techniques, l'annonce avec ce qu'on va demander en prérequis au candidat, le tri de CV, entretien téléphonique. Et puis ensuite, on passe à la partie plus liée à la sélection, qui se fait potentiellement à travers des tests, des entretiens physiques, et puis parfois des mises en situation. Et donc, cette distinction présélection, sélection, en fait, quand on regarde comment les choses se sont faites naturellement, il n'y a pas de magie, elles se sont beaucoup faites sur la gestion du temps. Parce que le temps du recruteur, il est limité. C'est la valeur la plus précieuse du processus de recrutement. Et donc, on va aligner les techniques d'évaluation, de présélection et de sélection au regard du temps que le recruteur peut y consacrer. Donc, les techniques les plus chronophages sont mises vraiment en bout de sélection et les techniques les moins chronophages sont au départ. Là aussi, c'est pareil, ça peut paraître évident, mais au final, c'est finalement les techniques qui sont employées sont plus employées par contrainte que par volonté de opérer la meilleure sélection possible. J'ai mis les tests volontairement avant les entretiens physiques. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui font passer des tests, personnalité, motivation, raisonnement, si vous avez plutôt tendance à les faire passer avant ou après les entretiens physiques. On peut faire un petit sondage là. Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus, avant ou après? Alors, vous êtes en train de répondre, c'est intéressant. Juste, j'avais une question précédemment sur est-ce que on aura le support à la fin de la presse? Oui, déjà, elle est enregistrée, vous pourrez la retrouver. Et en plus, je vous enverrai les slides. Donc, désolé Joséphine si le son marche pas aussi. Apparemment, tout fonctionne pour les autres, donc je suis désolé pour ça. Alors, sur le sondage, j'essaie de faire une petite proportion. Alors, avant, j'en mets. Ok, je suis autour de 40-50 avant et 25-30 en comptant rapidement après. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on retombe sur les pratiques euh, actuelles en termes d'évaluation. Il y a encore 5 ans, je constatais qu'il y avait plutôt 60 à 70% des gens qui faisaient passer les tests après les premiers entretiens physiques. Et petit à petit, les tests sont venus après l'entretien téléphonique, en même temps que la convocation à l'entretien, pour anticiper finalement les sujets à évoquer en entretien et tirer parti des résultats pour échanger avec les personnes. Alors peut-être qu'il y en a qui mettent après le premier entretien physique et puis après qui reviennent dessus sur un second entretien physique, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que dans les pratiques, on a vu les tests euh, passer de manière plus automatique. Donc ça, c'est comment on déroule les choses aujourd'hui, on va dire classiquement, peut-être que c'est pas pour toutes les pratiques. Et ce qui est intéressant pour moi, et là où je vous apporte mon regard de psychologue du travail, c'est sur la qualité de ces techniques pour anticiper le succès des candidats en poste. Donc, j'ai fait un petit point sur ce que l'on sait aujourd'hui et les méta-analyses sur ce que l'on appelle la validité prédictive. La validité prédictive, c'est dans quelle mesure la technique d'évaluation utilisée nous permet d'anticiper de manière fiable le futur succès des personnes. J'ai repris un peu dans l'ordre précédent l'ensemble des techniques que l'on peut utiliser et on va les évaluer sur une valeur qui va de 0 à 1. 0 en termes de validité prédictive, pour le présenter à des personnes qui ne seraient pas familières avec ces références, on est sur une validité prédictive d'ordre aléatoire. C'est-à-dire que si vous utilisez une technique qui a une validité prédictive proche de 0, eh bien, le candidat va réussir ou pas de manière aléatoire parce que la technique n'est pas fiable. Donc, par exemple, là-dessus, l'astrologie, on est sur une technique qui est proche de 0 en termes de validité prédictive. Parce que on a pu mesurer scientifiquement qu'il n'y avait aucun lien entre les signes astrologiques et le succès en poste.
Voilà. Donc ça, c'est le plus basique. Et puis, plus on avance entre 0 et 1, plus on se rapproche de 1, et plus on va avoir des méthodes qui sont proches de la capacité à prédire le succès, en sachant que 1, c'est l'idéal. Si on a une technique qui a une validité prédictive de 1, ça veut dire qu'elle ajuste 100% du temps, ce qui n'existe pas pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur l'humain, et puis rien aujourd'hui, même dans tous les domaines, dans la météo, ce que l'on veut, n'est capable d'anticiper avec une valeur de 100% le futur. Donc, en termes de répartition de qualité de ces techniques, voici ce que l'on a globalement. Donc, j'ai essayé de vous mettre des indicateurs généraux de ce que l'on sait aujourd'hui, et puis parfois des fourchettes, parce que bien sûr, tout ça, ça dépend du type de poste pour lequel on recrute. Si on est sur des ingénieurs où le technique va énormément compter, donc par exemple les expériences et le diplôme vont faire vraiment une grosse différence, alors que si on est sur des publics commerciaux ou managériaux, c'est beaucoup plus les soft skills qui vont les distinguer. C'est pour ça que c'est pour avoir un repère. Donc le CV, on est sur une valeur prédictive de 0,30, qui est quelque chose de moyen. Ça veut dire que ça donne, bien sûr, il y a un lien entre le CV et le succès, mais il est très relatif. J'ai mis CV biodata parce qu'en fait, c'est pas le CV en soi qui nous intéresse, c'est l'expérience qu'il y a dedans, le diplôme, et l'ensemble de ces biodata ont une valeur prédictive moyenne de 0,30. L'entretien téléphonique, je l'ai pas scoré parce qu'on a très peu d'informations sur le sujet dans les études qui ont été faites, parce que ça va vraiment l'entretien téléphonique de je valide que le candidat est disponible au salaire voulu, dans les temps voulus et dans la zone géographique recherchée, jusqu'à vraiment des questions plus poussées pour s'assurer que il peut faire le job tout particulièrement. Donc pas trop d'infos sur le sujet. Ensuite, on a des tests de personnalité. Les tests de personnalité, il faut savoir que s'ils sont un peu critiqués, enfin s'ils peuvent être parfois critiqués, c'est parce que leur valeur effectivement peut aller de 0,20 à 0,40, avec une moyenne autour de 0,30, si on fait de l'évaluation de la personnalité en soi. En soi, ça veut dire que je teste un candidat, je regarde ses résultats de manière très descriptive, et je vais regarder ce qu'il distingue des autres et faire des hypothèses sur cette base. Si je pratique l'évaluation de la personnalité de cette manière, eh bien ma valeur prédictive, elle est autour de 0,30, parce qu'on est sur une description de la personnalité des candidats. Je regarde un instant si j'ai pas plus de questions. Donc, pour le moment, ça va. Apparemment, pas plus de questions se posent. Sur le test de raisonnement, on est sur une puissance beaucoup plus forte qui va être à 0,50. Donc ça, c'est un petit paradoxe à la française. On sait que le raisonnement est important parce que ça a été mesuré. On sait que c'est un fort prédicteur de capacité de succès. Et pour autant, culturellement, c'est pas trop accepté de faire passer des tests d'aptitude. Alors que dans les pays anglo-saxons, le test de raisonnement, ils le mettent très régulièrement directement en présélection parce qu'ils savent qu'en termes de valeur, c'est une des techniques les plus pertinentes. Et donc, pour candidater, on commence par le test de raisonnement. Et ensuite, si on est présélectionné au test de raisonnement, on va aller sur des éléments qualitatifs comme la personnalité. C'est très fréquent, Angleterre, États-Unis, pour postuler, de voir le filtre test de raisonnement. Et ça a du sens. Entretien physique, on est à 0,40. Alors là aussi, c'est variable. On a une fourchette qui va de 0,20 à 0,40, dans la mesure où à 0,20, on est sur des entretiens non structurés, c'est-à-dire au feeling. Je rencontre la personne, je lui pose des questions, j'apprends à la connaître. La valeur, là, dans ce cas-là, est très faible. Et on peut aller jusqu'à du 0,40 quand on sait ce que l'on veut valider en entretien. Et donc, on va poser des questions structurées, spécifiques, pour valider des éléments clés pour le poste. Et enfin, des mises en situation, ça aussi, ça marche bien. On est autour de 0,50. Là aussi, ça dépend énormément de comment est-ce qu'elles ont été construites et dans quelle mesure elles représentent le poste que va avoir la personne par la suite. Mais on est sur quelque chose, bien sûr, qui est coûteux en temps. Par contre, ça vaut vraiment le coup parce que la capacité à prédire le succès sur cette base est intéressante. Donc ça, c'est le tableau de la qualité des techniques employées. Et c'est là où on se rend compte un peu du paradoxe entre présélection et sélection. C'est qu'au final, les techniques les plus pertinentes pour faire la différence entre les candidats qui ont le plus probabilité de succès des autres, elles arrivent à la fin. Et donc, le gros problème que ça crée,
c'est qu'au départ, on est allé faire des oui ou non sur la base d'un CV qui est peu prédictif, et on va se retrouver avec des candidats évalués de manière très qualitative, mais finalement on se retrouve avec un pool qui peut être moyen d'un point de vue de la qualité des candidats que l'on a à la fin du processus, et pourtant avec lesquels on va passer beaucoup de temps. Donc ça veut dire que on va passer du temps en entretien avec des candidats qui ne sont pas forcément pertinents pour le poste. Euh, Premier problème. Deuxième problème, on a évincé au départ des candidats qui potentiellement auraient pu être bons, mais parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire, on s'est basé sur leur CV, et bien forcément, on met à la trappe des candidats avec un potentiel de succès. Donc ça, c'est un peu le regret des pratiques actuelles, qui nous amène à être finalement à mal utiliser notre temps suite à la présélection, et puis aussi à passer à côté de candidats clés. Et le gros problème que l'on a face à cette situation, c'est pas juste avoir la volonté de rencontrer de meilleurs candidats, c'est que notre temps à chacun il est limité, et donc il y a un moment, on est obligé de faire des choix au départ avec des techniques rapides. Et c'est là où je regrette un peu ce qui s'est passé, on va dire, ces 10 dernières années d'un point de vue technologique, c'est que les prestataires RH, la majorité, la grande majorité, ils ne vous vendent que de l'optimisation de ce processus existant. Et on va dire ce qui est déjà pas mal, mais personne n'a remis en question le fait de mettre des méthodes qualitatives au début du processus de présélection. Donc, par exemple, pour traiter les CV, vous avez aujourd'hui des logiciels hyper puissants qui, à partir de mots-clés, de parsing de CV, vous permettent d'avoir un scoring, un ranking des candidats qui ont apparemment qui sont les plus recherchés par vos mots-clés, et ce qui est super pour ça, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, un temps énorme sur le tri de CV. Pour parer aussi à l'entretien téléphonique, voire l'entretien physique, on a des entretiens vidéo qui posent déjà des questions clés. Donc ça, c'est pareil, ça permet d'optimiser le temps qu'on mettait à faire la même chose. Mais finalement, ce qui est notable, c'est que on fait la même chose. On le fait plus vite, on le fait sur des plus gros volumes, ce qui est génial, mais on fait la même chose. Et donc, en faisant la même chose de manière optimisée, la seule chose qu'on peut gagner, c'est du temps, mais on ne peut pas améliorer la qualité des décisions. Pour améliorer la qualité des décisions, il faut mettre des techniques les plus valides possibles en début de processus, c'est-à-dire lors de la présélection. Et eh bien nous, c'est ce qu'on s'est attaché à faire avec Assets First, parce que finalement on développe des tests de personnalité, de raisonnement, de motivation, qui, quand ils sont particulièrement calibrés pour les postes, ont de fortes valeurs prédictives. Donc on a travaillé à ça, à comment est-ce qu'on pouvait mettre ces tests-là en début de processus. Et pour ça, là où pour moi c'est notre responsabilité, c'est parce que si on vous demande de lire 40 pages de rapport, d'analyser ça au regard d'un poste, pour ensuite savoir si vous devez rencontrer ou pas les candidats, c'est vous demander l'impossible. Par contre, si on met en place une calibration des outils et une mesure du potentiel qui vous permet rapidement d'avoir une idée du potentiel de succès des candidats à vos postes, et bien dans ce cas-là, on vous permet de répondre à votre contrainte de temps, tout en vous permettant de rencontrer, de présélectionner des candidats de meilleure qualité. C'est ce que l'on appelle le recrutement prédictif, et dont on parle énormément en ce moment, tout simplement parce que on a mené, alors attention, là-dessus, je tiens aussi à en parler, recrutement prédictif, du coup, comme on voit que c'est un sujet intéressant, on constate que les gens l'écrivent partout, mais entre dire qu'on fait du recrutement prédictif et vraiment le pratiquer, il y a un gros gap. Et sur on va dire les 10 projets concrets de recrutement prédictif qu'on a pu mettre en place depuis le début de l'année, on est sur des valeurs prédictives entre 0,50 et 0,68, ce qui est énorme. Et c'est le recrutement prédictif, c'est quelque chose qui arrive en début de présélection. Alors comment ça marche? Vous êtes plus ou moins familier sur le sujet. Je vais vous montrer comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on arrive à ces résultats. Je regarde un instant aussi là si j'ai pas de questions spécifiques. Hop. Alors il y en a en effet quelques-unes. Et les tests de motivation, question de Franck sur la validité prédictive. Les tests de motivation, c'est partagé.
C'est-à-dire que là aussi, il y a eu un peu moins d'études que la personnalité et le raisonnement sur le sujet. Et la motivation, on va le retrouver en termes de fit avec la culture organisationnelle souvent. Donc, on est sur des valeurs proches de la personnalité. C'est-à-dire que si on prend les motivations en soi, on peut être autour de 0,30. Par contre, si on qualifie bien les motivations que la personne va retrouver dans son job et la culture de l'entreprise, on peut monter à du 0,40 sur ce sujet. Et puis par contre, si on le prend comme ça pour information, de la même manière, on peut descendre à 0,20. Mais il y a moins d'études sur le sujet, donc là c'est plus mon constat de la situation. Et bon, Joaquin se posait la même question, donc on est sur ces sujets. On va dire que personnalité et motivation, on est sur de l'évaluation d'aspects, on va dire ce qu'on appelle connatif du point de vue des candidats. On n'est pas sur du quantitatif, on n'est pas sur, par exemple, un niveau de raisonnement, on est sur des approches plus qualitatives sur comment la personne procède, comment est-ce qu'elle se comporte, par quoi elle est motivée. Et ça, ce sont des éléments qui montent en termes d'intérêt et puis de pertinence dans la présélection. Mais par contre, comme c'est très qualitatif, il faut vraiment valider quels sont les éléments qui sont facteurs de succès, parce que sinon, finalement, c'est très subjectif. D'où la grande variabilité sur ces facteurs de validité prédictive. Et donc dans le recrutement prédictif, qu'est-ce qui va changer par rapport à un processus classique de présélection et puis de sélection? Eh bien, c'est qu'on va mettre les tests en amont. On va les mettre avant même la rencontre avec les candidats. Ce qui fait que ce qui va déclencher l'entretien physique, c'est plutôt le mix CV plus résultat au test, qui va donner une idée du potentiel global des candidats. On va bien sûr avoir l'entretien téléphonique pour valider les éléments toujours de base, est-ce qu'il est disponible, est-ce que les conditions du poste fonctionnent bien, et pour le rencontrer en entretien physique. Donc là, il y a deux choses qui ont changé par rapport à la slide précédente. D'une part, les tests, ils passent en haut, parce que ça augmente la qualité des candidats présélectionnés. Et d'autre part, on enlève la partie mise en situation. Alors là aussi, je le mets, c'est à titre indicatif, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire des mises en situation, mais au final, ça a beaucoup moins de valeur ajoutée. Globalement, on n'en a plus besoin, parce que la qualification initiale revient à la même qualité qu'une mise en situation à la fin du processus. Alors, mettre les tests en amont, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on va procéder pour dire ce candidat, il a un fort potentiel de succès ou pas, alors qu'on parle, pour le raisonnement, c'est facile, hein, on parle de niveau, mais pour la personnalité, on parle de comportement privilégié, pour les motivations, c'est la même chose. Donc, pour ça, eh bien, ça implique de qualifier le job à travers ce que l'on appelle des modèles prédictifs. Le modèle prédictif s'invite à questionner finalement qu'est-ce qui va faire que les candidats vont réussir quand ils vont être en poste. Et donc ça, c'est généralement le brief que l'on prend au départ. Il y a deux façons de le faire, ça, le modèle prédictif du succès à venir. Soit de manière très classique, c'est-à-dire qu'on prend un brief, on connaît le poste, on va établir des prérequis qui sont des facteurs de succès. Il va y avoir des hard skills, des soft skills. Mais le mieux, vraiment le mieux, c'est étudier. Et étudier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est appliquer les exigences que l'on va avoir dans la présélection aux personnes qui sont déjà en poste. Et ça, concrètement, comment ça marche? Si on parle d'éléments très concrets comme l'expérience, les compétences techniques, eh bien parfois on se rend compte que on va attendre une certaine expérience et certaines compétences techniques pour un poste, alors que quand on regarde ceux qui le font, eh bien ils le font très bien, sans ce niveau d'expérience-là, toujours, ou sans certaines expériences techniques ou même comportementales qui sont attendues. Donc on va dire que c'est réaligner, c'est s'assurer que les attentes que l'on a, elles soient vraiment alignées avec la réalité de ce qui marche aujourd'hui dans le poste. Et puis pour les soft skills, si vous utilisez des tests pour les évaluer chez les candidats, eh bien la meilleure façon et la plus légitime d'interpréter les résultats, c'est vous assurer que si vous conduisiez la même interprétation
chez les personnes qui sont en poste et qui sont en succès, eh bien, vous auriez tendance à les recruter. Et ça permet parfois de sortir des représentations qu'on a. Par exemple, quand on fait passer un test de personnalité, on se dit c'est essentiel que mes candidats ils aient un score fort à persévérer face aux obstacles. Si vous le faites passer à des personnes en poste qui sont en succès, eh bien vous allez peut-être constater qu'il y en a beaucoup qui ne persévèrent pas face aux obstacles et pourtant qui réussissent très bien. Donc ça permet en fait de réaligner les attentes à avoir, les exigences face aux réalités de ce qui fait aujourd'hui le succès, et bien sûr aussi ce qui cause les échecs. Et c'est ce qui va vous permettre de calibrer finalement les tests et aussi les parties hard skills pour pouvoir avoir une évaluation du potentiel de succès des candidats. Et donc, quand vous avez calibré les exigences à avoir, eh bien, vous allez pouvoir directement avoir une idée des candidats qui ont le plus fort potentiel de succès. Comment ça marche d'un point de vue des hard skills? Donc, il y a deux approches que l'on propose de notre côté. Une approche par questionnaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir qualifier le poste pour lequel vous recrutez. Vous allez pouvoir dire finalement quelles sont les activités principales que l'on va confier aux personnes, quel va être le périmètre aussi auquel ils vont être confrontés. Est-ce qu'ils vont prendre en main quelque chose d'existant, on connaît déjà ce qu'il y a à faire, le cadre est précis, ou alors on va parler de développer l'activité, il y a tout à faire, et dans ce cas-là, on attend une démarche de personnalité vraiment totalement différente. On n'est pas vraiment sur la même approche en termes de profil. Quel va être le degré de complexité à gérer? Est-ce qu'on est sur des postes très complexes, très stratégiques, ou finalement assez opérationnels? Là, ça va conditionner le niveau de raisonnement, notamment que l'on va attendre dans les postes. Quelles sont les méthodes de travail que la personne va utiliser? Est-ce qu'elle va avoir tendance à appliquer des méthodes, choisir les siennes? Voilà, on va comme ça, on peut comme ça questionner un ensemble d'enjeux dans le poste qui va nous permettre de se dire, eh bien, pour répondre à ces enjeux, de notre côté, en tant qu'Assess First, on a étudié que les personnes qui réussissaient à répondre à ces enjeux, elles partageaient telle et telle caractéristique. Alors que celles qu'on a vues partir, où il y a eu beaucoup de turnover, elles ne les avaient pas. Donc on va opérer une présélection des dimensions importantes à avoir pour réussir chez les candidats, et ça va vous permettre d'être une base pour vous un repère. L'intérêt de cette sélection de caractéristiques, c'est qu'elle est réaliste et objective, c'est-à-dire qu'on n'a pas une attente impossible à avoir. Nous, on a pu mettre en relief des profils d'attente tout à fait réalistes par rapport à ce que l'on constate. Et puis d'autre part, elles sont objectives, c'est-à-dire que tous les candidats seront comparés sur ces mêmes exigences. Et ça, c'est intéressant. La limite qu'il peut y avoir, c'est que eh bien, ce profil, il reste quand même à éprouver. Et l'idéal, c'est que vous validiez avant de l'utiliser, que quand vous avez des personnes, encore une fois, en poste, en succès, eh bien, effectivement, vous retrouvez qu'elles partagent ces caractéristiques-là. Sinon, vous pouvez les ajuster. Deuxième méthode, on étudie encore une fois statistiquement les personnes en poste et puis on relève directement les caractéristiques de succès. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir. Pourquoi est-ce que ça fonctionne de placer les tests aussi en présélection? C'est parce que d'une part, on a les caractéristiques importantes pour réussir, mais d'autre part que ce processus, il n'est pas long de votre côté. Si c'est long, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une campagne de recrutement, et à partir du lien public que vous voyez ici, eh bien, ce lien, vous pouvez le mettre directement dans votre annonce de recrutement. En gros, pour postuler, remplissez les questionnaires à partir de ce lien. Les candidats vont accéder à partir de ce lien à la plateforme, compléter leur profil, c'est-à-dire que dans leur profil, ils vont mettre leur lien vers LinkedIn, ils vont compléter les questionnaires Assess First, et ce qui est important aussi en termes de processus aujourd'hui, c'est l'expérience candidat. Donc on a mis en place un système de feedback direct qui leur permet d'avoir accès à un premier niveau d'information descriptif de ce qui ressort de leur test, de leur questionnaire. Donc finalement, on est passé d'une approche très traditionnelle de l'évaluation où c'est long à interpréter un potentiel. Pour les candidats, il faut un débriefing, donc on doit le faire après l'entretien, à un processus où le candidat peut se connecter tout seul et passer les questionnaires, avoir accès à un feedback vraiment détaillé, et là on a l'expérience aussi, ceux qui l'utilisent le savent, pour dire que les candidats disent on n'avait jamais eu ça suite à la passation de test, donc l'expérience est vraiment vécue positivement.
et vous. Donc ça, c'est un ensemble. Ceux qui ont passé les questionnaires, vous connaissez. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous inviterai à le faire après ce webinaire. Euh, et euh, vous, de votre côté, vous avez accès de manière très réaliste à un potentiel du coup de succès dans votre campagne de recrutement au regard des exigences du poste pour lequel vous recrutez. Donc, vous avez un score qui est présenté là, qui va de 0 à 100% et qui donne une idée du potentiel. Là, je vais m'arrêter pour savoir s'il y a un petit point de question, et en effet, il y en a quelques-uns. Il s'agit du matching culture soft skills. Là, ici, je ne sais pas si ça référait à cette partie-là que j'expliquais, Franck, mais on est totalement là-dessus. Ce matching-là, nous, il est du côté bah, des caractéristiques de personnalité, motivation, raisonnement, qui sont des forts facteurs liés au succès. On l'a vu avec les validités prédictives, du recrutement prédictif. Et donc, on va effectivement qualifier le potentiel de succès au regard de de ces, de ces soft skills et de ce qui fait le succès en poste. Combien de personnes en moyenne lors de votre étude pour établir les prédictions pour un job? Merci Natacha pour cette question. Alors là-dessus, on va avoir deux approches. Soit une approche vraiment, on est les plus solides et les plus fiables en termes de statistiques, et ça va être à partir de 50 personnes, on sait dire des choses statistiquement. Il y a un ensemble d'entreprises qui, pour des postes clés où il y a beaucoup de recrutement, vont capitaliser sur cette pratique parce que les résultats sont là, je vais vous le présenter après. Mais pour autant, sinon, on a la première approche dont je parlais à partir d'un questionnaire pour qualifier les enjeux du job. Donc ça, généralement, ça peut être fait sur des populations, c'est ce qui est fait sur des populations plus faibles. C'est-à-dire qu'on calibre des attentes à partir d'un questionnaire. On peut valider auprès de 5 à 10 personnes qui sont en succès dans le poste que, effectivement, ce qu'on avait anticipé, eh bien, on s'assure que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, déjà, on n'est pas sur de la validité prédictive de 0.50, 0.60 comme je l'ai présenté avec le recrutement prédictif. Mais ce qui est certain, c'est qu'on fait beaucoup mieux que le classique. Je lis un résultat au test de personnalité et en soi, et je vais questionner sur la base de ce que j'ai interprété. Voilà. Donc le fait vraiment de travailler cette mise en relation entre les facteurs de succès dans le poste à pourvoir, ça augmente très largement la qualité de la prédiction et puis ça fait gagner énormément de temps puisque vous avez directement une idée du potentiel des candidats. Sur cette base-là, je pourrais vous dire beaucoup de choses en termes d'interprétation. Ce qui est vraiment important à retenir là-dessus, c'est qu'on n'est pas sur la reproduction des mêmes schémas de personnalité et de motivation. Pour plusieurs raisons. D'une part, généralement, on va se rendre compte que dans un job, c'est essentiel, par exemple, de partager environ 8 caractéristiques dans la personnalité. Et dans ce cas-là, par exemple, nous, on en évalue 20. Tous les candidats peuvent être différents sur les 12 autres et totalement réussir dans le poste. Donc, ça laisse de la place à beaucoup de diversité. D'autre part, on va pas attendre 100% d'adéquation aux attentes de succès. À partir de 60%, on constate qu'on a vraiment des gens qui réussissent beaucoup plus que ceux qui sont en dessous de 50% d'adéquation. Donc 60% d'adéquation, ça veut dire que si je partage 5 des 8 traits qui sont des facteurs de succès, j'ai des potentiels de réussite. Et souvent, ça, je le compare à quand vous recrutez un manager, c'est comme si avec le test, vous pouviez valider qu'il a du leadership. Et après, est-ce qu'il va être attiré par les tâches variées ou pas? Est-ce qu'il va être plus ou moins organisé? Ça, il y a des leaders qui arrivent à réussir avec ou sans. Mais par contre, si on n'a pas déjà au départ une capacité à s'affirmer, à fédérer les autres, ça va être compliqué. Donc nous, ce qu'on vient valider, c'est plutôt cette partie-là. Est-ce que la personne, elle a les bases pour réussir dans le job? Donc en tant que manager, est-ce qu'elle a une capacité à fédérer, à s'affirmer? Et après, on va laisser beaucoup de place à comment est-ce qu'elle va vraiment procéder pour le faire. Ça, c'est vraiment important. Donc vous avez ce potentiel de succès. Quand vous pouvez avoir potentiellement, je ne sais pas moi, 100, 200 candidats, et ce qui va se passer, c'est qu'on va analyser les candidats qui ont le plus fort potentiel pour réussir. Donc ça, c'est ce qu'on voit en bleu. En blanc, on a les candidats sur lesquels on a du doute. Et puis en rouge, on a les candidats sur lesquels on va vous dire, là, vous pouvez les rencontrer, mais ils ont un très faible potentiel de succès pour le poste.
Donc typiquement, si vous rencontrez des personnes qui sont en bleu ici, sur la base de ce qu'on évalue, vous allez avoir un taux, on va dire, de conversion beaucoup plus important, et je vais en parler concrètement dans les chiffres obtenus par nos clients, que ceux qui sont en rouge. Finalement, en rouge, par exemple, vous avez besoin de rencontrer 10 candidats, enfin, vous avez besoin de voir 10 candidats pour en rencontrer un, alors que parmi les bleus, vous allez en rencontrer deux ou trois et pour en recruter un. Donc, on est sur un ratio totalement différent. Et puis en blanc, eh bien, c'est ceux sur lesquels on a des doutes. Ça reste à vous de voir si vous les mettez en priorité ou pas. Et là, comme vous le voyez, on a une personne à 71% là qu'on vous recommande, alors qu'il y en a une à 74% où on vous dit là, attention. Tout simplement parce que s'il y a un gros décalage quelque part, c'est-à-dire que globalement ça va, mais par exemple elle a des motivations qui sont totalement à côté de la culture d'entreprise, eh bien ouais, elle pourrait réussir pour le poste, mais on a des doutes quand même pour dire feu vert. Alors qu'à 71, si c'est 71 mais assez équilibré, c'est-à-dire que à la fois j'ai un niveau de raisonnement qui est convenable, une personnalité alignée avec ce qu'on va me demander de faire et des motivations en phase avec la culture du poste et de l'entreprise, eh bien là on va vous dire là oui, allez-y, c'est important de rencontrer cette personne. Et ça, ça vous permet en fait d'avoir un outil qui tire parti de la qualité de l'information que l'on peut recueillir à travers les tests, qui maximise sa valeur parce que vous le mettez au regard des exigences que vous avez pour le poste, parce que sinon, en soi, on ne serait pas capable de dire quelle est la personnalité que vous devez recruter. Et puis vous avez une fonctionnalité qui vous permet de l'utiliser de manière facile. Et puis bien sûr, après, quand vous voulez préparer votre entretien, vous allez rentrer dans le détail avec les personnes qui ont des taux particulièrement intéressants pour aller voir eh bien, d'où vient ce potentiel, quels sont les points de convergence avec le poste et quels sont les points à valider en entretien. Donc là, par exemple, je suis sur un profil radar de personnalité au regard d'un poste de comptable. On a noté en vert des zones qui sont pertinentes pour être bon dans le job. Et puis tous les scores que l'on retrouve, c'est le profil de ma candidate. Quand elle se retrouve dans les zones vertes, comme c'est le cas par exemple en bas à gauche, pour s'attacher au détail et s'organiser avec méthode, eh bien vraiment c'est des points forts pour le poste et c'est pour ça qu'on a pensé qu'elle avait un super potentiel, même si potentiellement elle n'a jamais fait ce job auparavant, ou alors elle a peu d'expérience par rapport à d'autres candidats. Et par contre en rouge, c'est là où ça va être un point d'attention en disant que là elle est en décalage avec normalement ce qu'on constate dans le succès. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir, mais par contre, il faut s'assurer que ce soit pas un problème. Donc là, c'est le point de priorité en entretien. Et c'est ce que l'on va définir dans la suite de l'analyse en point fort, point faible pour le poste, qui va vous permettre de préparer l'entretien. Quand on applique cette méthode-là, c'est-à-dire que l'on passe les tests sur la partie sélection du potentiel et qu'on a pu étudier, et ça vraiment c'est important, hein, qu'on a pu étudier avant ça, c'est pas de la magie, ce qui marchait dans le poste, on peut s'attendre à différents ROI. D'une part, on peut agir sur la performance. Bien sûr, si vous regardez pourquoi, à condition égale dans un poste, certains sont en fort succès et d'autres sont en dessous de leurs objectifs, eh bien, souvent, c'est pas lié à un maximum d'expérience de leur part dans le poste, c'est énormément lié à des dimensions personnelles. Pourquoi je réussis beaucoup plus que les autres? C'est parce que j'ai une démarche personnelle, une personnalité, des motivations, un niveau de raisonnement qui me permet de le faire. Et si vous vous centrez dessus sur la sélection, ça permet d'augmenter la performance après constatée. On peut avoir une baisse des coûts de recrutement. Comme je l'ai présenté avant, si on utilise cette méthode-là, on a besoin de rencontrer moins de candidats en entretien pour en recruter, d'où la baisse du coût. Et puis, on peut économiser, par exemple, sur des mises en situation qui sont très coûteuses en temps, parce que l'on a de l'information tout aussi qualitative. On a constaté aussi une baisse du temps de recrutement de moins 30% par exemple, en moyenne sur les processus, parce que vous avez vu en fait que on a le temps d'habitude qui était consacré à l'assessment et qui venait à la fin et aussi aux mises en situation, et bien là on le passe au départ et donc d'une part on raccourcit le processus en coupant les étapes, enfin en rapprochant les étapes de sélection, et puis d'autre part vous rencontrez encore une fois des candidats plus en phase.
Et enfin, il y a une baisse du taux de turnover parce que effectivement, le turnover, il n'est pas lié au CV, il est beaucoup lié aux soft skills. Et comme on les prend en compte dès le départ, eh bien, on peut très largement améliorer le turnover et ce dès la période d'essai. À ce sujet, quelques témoignages. On va pouvoir venir dessus avec vos questions. Quelques témoignages. Donc, Quick l'a mis en place pour évaluer le potentiel des personnes à passer manager, avec une réduction de moitié du turnover au poste de manager. BHV, alors Fatal Acharef, le DRH de BHV Marais, a énormément parlé de son retour sur cette méthode parce que il y a eu beaucoup d'impact. Donc on le voit là dans l'objectif de présélection, il est passé de 45 jours à 30 jours de temps de recrutement en moyenne. Donc ça c'était un point important. Mais d'autre part, on le note dans certains articles qui sont parus aussi sur le sujet, on est passé d'une rupture de période d'essai de 17% à 9%. Donc là aussi, c'était clé comme chiffre. Et enfin, il fallait avant qu'il rencontre 2000 candidats pour en recruter 400, alors que maintenant, on est sur de taux de 1000 entretiens pour en recruter 500. Donc là, on a pu vraiment mettre en avant une capacité à capter le potentiel des meilleurs candidats pour le poste, en sachant que là, on est sur des postes de responsable de vente et vendeur, là où vraiment clairement, sur les postes de managers et commerciaux, ce qu'on évalue fait la différence. Voilà pour ces chiffres clés et pour vous présenter comment est-ce que vous pouvez du coup revoir ce processus, les gains que vous pouvez en obtenir. Donc, si vous avez des questions maintenant plus précises, on va pouvoir finir cet échange là-dessus. Et j'en ai déjà de la part de certaines personnes, donc je vais pouvoir enchaîner. N'hésitez pas à en poser pendant que j'y réponds. La première question d'Odile, est-ce que le potentiel inclut un test de raisonnement ou seulement les soft skills? Eh bien ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que l'on a constaté. C'est-à-dire que l'idéal, comme je l'ai dit, c'est d'éprouver. Donc, si on se rend compte dans le poste que ceux qui réussissent, ils ont un niveau de raisonnement particulier, donc soit dans la moyenne, soit au-dessus, eh bien, le potentiel, pour évaluer le potentiel, il faut évaluer l'aptitude. Et puis pour d'autres postes, par exemple, je pense à Berner, on n'a pas utilisé la partie aptitude, on a simplement utilisé personnalité et motivation en obtenant derrière de très bons résultats sur la baisse de turnover. Donc là, parfois on a besoin aussi que de la personnalité. C'est les faits qui nous font décider ça. C'est pas arbitraire. Faut-il dans cet exemple ne retenir que les 5 premiers? Alors ça, oui, désolé de ne pas avoir pris la question plutôt Sam. On était sur, je vais pouvoir remettre la slide. Hop, on était là. Là, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend de votre temps. Si vous avez du temps pour rencontrer plus de personnes, on va plus le voir comme une priorité. Rencontrer d'abord ceux qui ont un fort potentiel, parce que d'une part, vous avez de fortes probabilités de les recruter, donc autant ne pas les perdre. Et d'autre part, du coup, autant optimiser votre temps. Par contre, rien ne vous empêche d'aller voir plus bas, soit parce que vous avez moins de candidats, soit parce que tout simplement, il y a d'autres choses qui vous ont intéressé dans leur profil. Nous, on va juste mettre en avant en rouge, on va juste vous donner un point d'alerte en disant là, c'est pas impossible qu'ils réussissent, mais le taux d'erreur est beaucoup plus important sur ces profils-là. À quel stade du recrutement prédictif peut-on avoir accès au CV? Eh bien, on va dire dès le départ, c'est-à-dire que soit vous choisissez de mettre des éléments du CV dans le recrutement prédictif, par exemple, si la personne n'a pas 3 ans d'expérience, si vous constatez que c'est essentiel, vous pouvez le mettre, ou alors un bac plus 5, vous pouvez le mettre dès le départ. Et en fait, sur les candidats, vous avez accès en parallèle à leurs tests et aux éléments de CV. Soit, ce qui se fait de plus en plus, c'est à travers un lien avec les profils LinkedIn, soit parce qu'ils ont joint leur CV à côté. Une autre question, est-ce que vous utilisez des poids pour la prédiction de vos algorithmes? Ou est-ce que les caractéristiques identifiées pour la personnalité et le raisonnement sont égaux dans vos équations? Alors, on va avoir des poids, en effet.
On va avoir des poids d'une part entre les tests, donc parfois la personnalité est plus importante que la motivation de raisonnement, parfois c'est le raisonnement aussi qui est prioritaire, mais aussi on va avoir des poids à l'intérieur même des tests où il y a des dimensions de personnalité qui sont plus déterminantes du succès aussi que d'autres, donc ça peut se jouer là-dessus. Par contre, ça encore une fois, pour être capable de mettre des poids, il faut l'étudier quand même. Si on part du questionnaire que l'on remplit, on va chercher quelque chose d'assez assez égal. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Ce qui est important pour moi que vous reteniez, c'est vraiment qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve à déployer un processus de présélection pour des raisons de temps, de contraintes de temps, ce qui peut tout à fait s'entendre, et que l'on a les meilleures techniques d'évaluation en fin de process. Et que finalement, des méthodes d'évaluation plus modernes, comme on peut le proposer, permettent de changer vraiment la donne et d'améliorer le résultat du recrutement, tout simplement tout en conservant les exigences des contraintes de temps, de mettre les meilleures techniques d'évaluation en amont de la démarche. Et puis dans le message, ce qui est intéressant en bénéfice secondaire, c'est vraiment de se dire, on recrute aussi les personnes pour qui elles sont, on s'intéresse à qui elles sont dès le départ, parce que ça compte, et finalement les candidats, c'est pas seulement des CV. D'ailleurs, en faisant le point avec BHV, avec Pauline qui est responsable recrutement, après 1 an et demi là, de travail sur le sujet, ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de ces résultats très quantitatifs, ce qu'elle a mis en avant, c'est que les candidats disent « je m'attendais pas à être recruté. J'ai 50 ans, on m'appelait rarement pour aller en entretien, et j'avais pas un CV totalement aligné avec ce que je voulais faire. Et là, en fait, d'une part, j'ai été rencontré, mais en plus, je suis recruté. Eh bien, je tiens à vous dire, je suis super fier d'être recruté dans une entreprise qui fonctionne comme ça. Et quand on a entendu ça, enfin, forcément, pour nous, c'est magique. Donc, Priscilla, oui, vous allez avoir les slides. Je vous envoie ça. J'ai toutes vos adresses normalement avec quand vous vous êtes inscrit. Je vous envoie ça. Je pense que je vais voir ça avec le market. Là, il y a quelque chose qui va partir pour vous faire un feedback. Et puis, bien sûr, si vous voulez, là, c'était une présentation globale. Si vous voulez étudier dans votre contexte comment vous pouvez agir pour améliorer la façon dont vous procédez, on pourra échanger avec vous avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup pour ce moment, pour votre temps, et puis pour vous intéresser au sujet. Je trouve ça génial. À très bientôt, j'espère, et excellent été à tous.